French Touch. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation aux deux Nicolas de m'exprimer aujourd'hui devant vous. Je m'appelle Bénédicte Épinay et je dirige le comité Colbert depuis bientôt 4 ans, après 30 ans dans la presse, dont 26 passés aux Échos, où j'ai eu la chance de créer 2 magazines. J'ai eu la chance de confier la création de créer 2 magazines. Un mensuel, tout d'abord, que j'ai créé en 1999 et qui s'appelle Série Limitée. Je fais un peu de promo, voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu à nouveau la chance de créer... Hop là, ça glisse. Un hebdomadaire qui s'appelle les Échos Week-end. Voilà. Donc, deux actes créatifs. Pour moi, la passion du journalisme... est né à la fois d'un amour de l'écriture et je dois dire d'une certaine prédisposition également. Lancer et diriger des magazines, c'est évidemment un acte créatif qui commence d'ailleurs à tenter de comprendre ce que les lecteurs vont avoir envie de lire et puis ensuite de le traduire en mots et en images et puis in fine de diriger l'orchestre qui va jouer la partition. Diriger un magazine, c'est aussi être un animateur et une courroie, et c'est très exactement mon rôle au comité Colbert aujourd'hui, où la communauté, ce ne sont pas des lecteurs, mais 93 maisons de luxe et 17 institutions culturelles rassemblées autour d'une même raison d'être que je vous cite, promouvoir passionnément, développer durablement, transmettre patiemment les créations et les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le comité Colbert a été créé en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Guerlain et qui rassemblait à l'époque 15 familles fondatrices, toutes familiales, des petites maisons à l'époque, même si Hermès déjà, Dior déjà, Cartier déjà, mais à l'époque c'était de petites maisons et avec 2 objectifs majeurs à l'époque: restaurer le soft power de cette industrie à l'étranger parce que tous les marchés à l'étranger avaient été détruits par les années de guerre, et puis déjà préserver les savoir-faire qui eux-mêmes étaient déjà menacés. Alors nous allons fêter l'année prochaine nos 70 ans, les 70 ans de cette association qui est aujourd'hui reconnue d'intérêt général, et je dois vous dire à la fois mon immense surprise et ma grande satisfaction du petit miracle qui s'y produit tous les jours dans nos murs. Ce petit miracle, c'est celui de réussir à réunir et à faire collaborer ensemble ces petites maisons familiales de 1954 qui sont devenues aujourd'hui des grands colosses, en nous concentrant non pas sur ce qui nous divise, on laisse la compétition dans la rue, en dehors de nos murs, mais sur ce qui nous rassemble. Et les sujets qui nous rassemblent, ils sont nombreux, à commencer par l'advocacy auprès du gouvernement français et de Bruxelles, à commencer par le développement durable, et puis la préservation des savoir-faire qui sont aujourd'hui toujours menacés. Interrogés en début d'année sur leurs enjeux prioritaires, nos maisons ont d'ailleurs majoritairement répondu qu'il s'agissait d'attirer une nouvelle génération d'artisans pour remplacer les artisans qui aujourd'hui dans les ateliers, ceux qui détiennent les savoir-faire sont nés dans les années 60 et vont partir à la retraite dans les 5 à 10 ans. Donc il y a une urgence absolue à attirer une nouvelle génération d'artisans. Et c'est le sens d'un événement que nous organisons en décembre prochain, la 2e édition du 14 au 17 décembre prochain à Station F, qui s'appelle Les Demain du luxe. Alors les demain, vous aurez compris le jeu de mots entre les demain et demain. C'est un événement grand public, donc vous y êtes évidemment les bienvenus. Ça n'est pas un salon de l'orientation, c'est un salon du faire,
où les visiteurs, alors on table beaucoup sur les jeunes visiteurs, puisqu'on cherche à recruter une nouvelle génération de jeunes artisans, mais les adultes en reconversion sont évidemment les bienvenus. Eh bien, nos visiteurs vont pouvoir s'exercer à l'établi d'un joaillier, à celui d'un couturier, à celui d'un orfèvre. Eh bien, ils vont pouvoir s'essayer et puis peut-être avoir une vocation. C'est en tout cas notre espoir. Notre ambition, c'est aussi de rendre visibles ces métiers qui, on ne le sait pas, finalement sont invisibles. Les jeunes en classe de 3e connaissent environ 10 métiers, là où l'éducation nationale estime qu'il faut en connaître 50 pour bien choisir une carrière. Donc c'est tout l'objectif de cet événement, rendre visible ce qui était invisible. Il y a aussi une forme de générosité dans ce salon qui est décloisonné, facile d'accès, gratuit. Et surtout, on y parle tous la même langue qui est faite de passion, c'est le langage de la beauté. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le ressenti devant la beauté est l'une des 2 émotions humaines qui ne connaît pas de frontières culturelles. C'est un langage universel et c'est d'ailleurs pour cela que notre excellence à produire de beaux objets séduit le monde entier. L'autre émotion humaine qui ne connaît pas de frontières, c'est le désir. Alors si certains philosophes, notamment de l'Antiquité, se méfiaient du désir parce qu'il était souvent accusé de conduire à des excès, à de la frustration et parfois même à de la souffrance, eh bien d'autres, à l'image de Spinoza, considèrent à l'inverse que le désir, c'est l'essence même de l'homme. C'est le moteur de nos existences. Et Frédéric Lenoir dit même aujourd'hui que le désir est un autre nom pour dire tout simplement la vie. C'est Jean-Louis Dumas, l'ancien président d'Hermès, qui avait cette définition très juste du luxe. Alors, pas celle qu'on entend régulièrement, c'est le luxe qui se répare. Oui, celle-ci, elle est évidemment très connue. Lui disait, le luxe, c'est le désir qui l'emporte sur la raison. Et finalement, je trouve ça assez juste. Et Frédéric Lenoir complète, lui, en disant « Apprenons à orienter nos désirs vers des objets ou des personnes qui nous font grandir et nous mettent dans la joie. » Et j'en viens là au titre de mon intervention qui a disparu, qui était « Le luxe augmente la France ». Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, que conclure de tout cela ? Le luxe, non seulement il augmente la France, mais il l'enrichit. Alors, je ne parle pas de son économie, même si aujourd'hui, les grandes valeurs du luxe représentent 38% du CAC 40. Hein, c'est absolument colossal. On est parti 28% avant le Covid, 38% depuis le Covid. Non, le luxe, il augmente la France parce qu'il est riche d'une intelligence bien supérieure à celle supposée de ChatGPT, même si ses initiales IA sont les mêmes. Je parle de notre intelligence artisanale. Et dans le dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs, Bernard Arnault d'ailleurs écrit très justement cette phrase que je trouve très jolie. Nous sommes tous sensibles à ce qui émane d'un ouvrage parfait parce que nous sommes admiratifs de ce qu'il faut de mémoire, de patience, d'attention, de volonté et d'ambition pour parvenir à l'excellence du produit d'artisanat parfait. Je ferme les guillemets et je pense qu'effectivement, on doit se satisfaire que aucun pays au monde n'a réussi à protéger autant de savoir-faire ancestraux et qui ont donné naissance à autant de marques prestigieuses. Aucun pays au monde ne peut se dire qu'il a en France 188 territoires de savoir-faire. Aucun pays au monde ne peut se targuer d'avoir un tel tissu dans toute la France de lycées professionnels. Aucun pays au monde ne peut se targuer d'avoir autant d'écoles d'art et de design. Voilà, c'est dit, on doit être fier de cet héritage et moi, mon rôle, c'est de le faire savoir dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.